Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploie des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à la DER des grandes gueules, vous qui nous écoutez de partout de la Guinée et d'ailleurs en ce village planétaire. Vous pourrez comme toujours réagir à cette émission, à nos sujets bien naturellement, à nos canaux habituels, c'est GG au 8037 ou au 657 39 13 13. Appelez, écrivez-nous, réagissez, dites ce que vous pensez tout simplement des sujets que nous évoquons. 28 septembre 1958, 28 septembre 2018, 60 ans que court l'histoire du nom de la Guinée au projet d'une communauté française d'Afrique. Sékou Touré et ses compagnons lançaient ainsi une onde d'indépendance qui va s'étendre à tout le continent. Toutefois, le 28 septembre, c'est aussi la sombre histoire de massacres et de viols restés sans suite à nos jours depuis maintenant 9 ans. Que nous reste-t-il du nom glorieux 60 ans après? Comment apprécier les efforts de justice initiés pour les victimes du 28 septembre 2009? Nous aurons, si tout va bien, au bout du téléphone, El Hadj Biro Kanté. Il est compagnon des indépendances guinéennes. On se fera tout le loisir de l'entendre ce matin. Alors que les négociations avec le SLEG viennent d'achopper sur le gel de salaire de plus de 10 000 agents de l'éducation nationale, la crise à la Cour constitutionnelle est en passe de franchir un point de non-retour. Si le vent souffle comme à son habitude, les conseillers frondeurs de la Cour constitutionnelle procéderont ce vendredi à se donner un nouveau président. L'opération pourrait ainsi intervenir au lendemain d'une manifestation anti-fronde violemment réprimée hier et à laquelle ont pris part divers acteurs sociaux et politiques de notre pays. Quel décryptage, l'œil politique fait-il des activités empreintes de soufre donc au niveau de la Cour constitutionnelle? En répondant un seul pour cette question, tenez-vous bien, Monsieur Al-Husseini Makanera Kaki. C'est notre invité de ce matin, il est ancien ministre et membre de l'opposition républicaine. Je rappelle que vous pourrez réagir à ces sujets quand vous voudrez au 657 39 13 13 ou même au GG au 8037 et c'est avec mes amis de tous les matins, Mohamed Mara. Bonjour. Bonjour. Je dirais plutôt mes amis d'un jour. Bonjour Jacques-Léo Aleno. Bonjour Tamba et bonjour à tous. Bienvenue dans les grandes gueules. Merci. Bonjour Mohamed Ali. Bonjour Tamba. Mohamed Ali, ça sonne boxeur et quand je te vois faire droit dans les yeux, c'est vraiment ce boxeur que l'on voit. Peut-être dans les mots, avec les coups de poing, en tout cas, on essaie de faire mieux avec ceux qui parlent, avec la langue de bois. Oui. Alors Jacques, on a commencé, bienvenue à tous en tout cas, on a commencé à en parler hier. Il faudrait y revenir encore aujourd'hui sur cette formation payante qui est ainsi, pour ainsi dire, décrétée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Avant d'y venir, il faut peut-être revenir d'abord à la fin de l'émission d'hier parce que il y a cette vérité-là qui a été établie par Kaoukaré. Son nom figure donc sur la liste des enseignants qu'on dit n'avoir pas trouvé lorsque le comité ou la commission qui a été chargée de faire le contrôle est venu, alors que le travail a commencé quand il était ministre. On l'a entendu, Dr Banou a insisté que son nom ne s'y trouvait pas. Et puis, Kaoukaré nous a fait savoir, à travers son matricule, mais également le numéro sur la liste, la page où on peut trouver son nom. Et effectivement, le nom d'Ibrahima Khalil Konaté se trouve effectivement sur cette liste. Et sa précision était de taille. Était de taille, oui. Donc il faut le dire clairement. Ce qui fait que si Dr Banou nous avait fait savoir que ce travail, il était parfait, parce que c'est ce qui restait pour dire, parce qu'il dit que le travail ne comporte d'aucune erreur. Alors, si Kaoukaré a établi cette vérité, il y a de fortes, disons, tout enseignant guinéen a le droit de douter du travail qui a été fait. Désormais, le cas de Kaoukaré est illustratif. Lui, il a été ministre, il a été DCE avant. Il y a des enseignants qui, ce jour, peut-être étaient malades. Il y a des enseignants qui sont loin d'ici, qui sont dans les villages, qui peut-être ce jour n'étaient pas là. Ils n'ont aucune possibilité, à mon avis, de
rétablir une telle vérité comme Kaokare l'a fait hier. Je pense qu'il doit y avoir de la sérénité pour permettre à ce qu'il n'y ait pas d'injustice dans ce contrôle qui a été entamé par, n'est-ce pas, le département de l'éducation. Il faut surtout dire que tout est parti d'une opération de contrôle lancée février dernier, et au terme de laquelle on a vu qu'il y a plus de 10 000 agents de l'éducation qui se retrouvent salaire gelé. Salaire gelé. Donc, je pense qu'à mon avis, il faut aller lentement. Parce qu'on a dit ça a pris 2 mois. 2 mois, à mon avis, c'est pas beaucoup. Pour faire un travail sérieux, il faut qu'il y ait un peu plus de temps et qu'il y ait une large communication là-dessus. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait un tel travail en cours. C'est seulement les résultats qu'on a pu voir. Voilà. Alors, donc ça, il fallait le dire. On en attend encore. Le professeur Banobari a promis de nous faire parvenir les documents. Oui. Mais je le sais quand même très rigoureux sur la méthode par habitude. D'accord. Sur ce cas précis, oui, il y a des imperfections. Il y a des imperfections et les enseignants, comme je le disais, ont plein droit de douter de ce qui a été fait. Maintenant, pour la formation payante. Hier, on le disait, c'est dans les universités publiques on a amené cette formation. Je crois Moïse avait commencé à ressortir les remarques. C'est que on dit dans les universités privées, il y aura 2 types de classes. Il y a des classes pour les étudiants qui ne payent pas, où on pourra retrouver bien évidemment 150 étudiants. Maintenant, pour ceux qui payent, c'est 3 millions minimum. Donc, ça veut dire que ça peut aller au-delà de 3 millions. Absolument. Ceux-là seront dans des classes de 50-50. Et il n'y aura pas plus d'une classe par faculté. Ce qui veut dire donc qu'il y aura des privilégiés. Et il ne faut pas l'oublier, il y a quelque chose qui a été fait, je me dis de façon délibérée. J'attends encore que le ministère me contredise là-dessus. Le fait qu'il y ait ces 468 qui ont été laissés sur le carreau. Vous pensez que c'est délibéré? Ce que vous dites est grave, Jacques, ce matin. J'ai dit, je le pense. J'attends d'être contredit. J'attends d'être contredit. Justement, qu'est-ce qui sous-tend tout ça? Parce que pour moi, l'utilisation de Gupol, ce n'est pas un concours. Donc, on doit tout faire pour que tout le monde l'utilise. S'il y a des gens qui ont des difficultés, on doit les aider. S'il y a des gens qui n'ont pas de moyens, on doit créer les conditions pour qu'ils y accèdent. Donc, ce n'est pas un concours. On ne peut pas faire échouer quelqu'un à une orientation. Il y a eu 20 l'année dernière. Cette année, 448. Ça fait 468. Qu'est-ce qui nous dit que l'année prochaine, si on laisse tel, qu'il n'y aura pas un effectif beaucoup plus grand, beaucoup plus élevé, bloqué tout simplement à l'entrée de l'université, alors que tous ces bacheliers, ils ont le baccalauréat. Jacques, 20 l'année dernière, on ne peut pas me dire que les établissements, les institutions d'enseignement supérieur public ne pouvaient pas accueillir 20 personnes. Probablement, il y a d'autres raisons pour lesquelles ces gens sont restés sur le carreau. Moi, je me dis quoi? S'ils avaient été orientés, ou disons s'ils avaient pris d'autres initiatives. Par exemple, on peut estimer qu'il y a certains bacheliers qui n'ont pas souhaité aller au public. Ça veut dire qu'ils sont allés au privé. Donc le ministère a des informations. Parce que le ministère ne contrôle pas que les universités publiques. Si, bien entendu, on les a reconduits cette année sur la liste de ceux qui devraient faire des sélections, c'est parce qu'on sait pertinemment qu'ils ne sont allés nulle part. Ils ont chômé toute une année. Donc les 448 qui sont venus s'ajouter, s'ils n'ont pas la possibilité de se trouver ces formations payantes dans les universités et publiques, ils vont rester là. Ou alors ils sont obligés d'aller au privé. Je me dis donc que cette formation payante, c'est du commerce dans le public et c'est incompréhensible. Alors, il y a d'autres. C'est maintenant que ça a été formalisé, Tamba, juste pour absolument, parce que vous avez lu le courrier. Oui, effectivement, c'est maintenant que ça a été formalisé. Souvenez-vous que l'année dernière, les universités privées, les propriétaires d'universités privées se sont plaints. Pourquoi? Parce que l'État non seulement n'a pas orienté dans les privés, mais les institutions d'enseignement supérieur public recrutaient à moindre coût. Souvenez-vous, 1 million 500 000. L'année dernière? Bien évidemment, oui, bien sûr, l'année dernière. À 1 million 500 000 francs. Ce qui fait qu'aucun étudiant ne voulait aller, par exemple, à Kofi Annan ou à UEC de l'autre côté parce que ça coûtait plus cher. À Kofi Annan ou à UEC, par exemple, on faisait payer à partir de 2 millions, 3 millions, 4 millions, jusqu'à 15 millions. Les étudiants qui n'ont pas été orientés n'arrivaient pas à payer ce montant dans les privés. Donc, du coup, ils partaient se former à 1 million 500 économies. Parce que de toute façon, ça ne partait pas dans les caisses de l'État. Ils préféraient donc se former à 1 million 500 à Sonfonia en sociologie ou en économie. Ça se faisait. Maintenant que ça soit réglementé et que les règles soient appliquées,
moi je pense que il n'y a pas à déplorer. Les universités privées pourront, oui. Mohamed Ali, on va céder. Oui, on va céder. Nous sommes dans un régime éducatif gratuit pour le public. Eh bien, ça ne devrait pas être gratuit. Principe très L'université ne devrait pas être gratuite. Pour le moment, c'est le principe. Il faut changer de principe dans ce cas. Aujourd'hui, il faut habituer les gens. Écoutez, de l'école primaire jusqu'à l'université, jusqu'à la fin du lycée. Donc, pendant 13 ans, l'État paye l'éducation pour ses enfants. L'État paye à l'université. Il faut qu'on apprenne, il faut qu'on crée des conditions que les uns et les autres arrivent à payer leur formation universitaire. Mais pourquoi faire deux groupes? Pas trop, oui, effectivement. Maintenant, il faut créer les conditions pour permettre aux uns et aux autres. Pourquoi faire la discrimination? Pourquoi faire la discrimination? Parce qu'il y a un effectif élevé qui ne va pas payer. Il y a un petit groupe qui va payer. Il faut aider cet effectif. Ce n'est pas normal. Ailleurs, vous le savez, il faut travailler pour payer des études. Pourquoi on ne le fait pas? Mohamed Ali, je pense qu'il y a deux problèmes. Le premier, c'est un problème de cohérence. On ne peut pas être dans un régime où l'éducation est gratuite au public et aller payer certains aspects de l'éducation. Il faut que il y ait ce défaut de cohérence. C'est un premier élément. Le deuxième élément, et qui est très grave, pendant que la plus grande partie bénéficie de bourses de l'État, parce que non seulement les professeurs sont enseignés, mais on reçoit des bourses d'entretien. Il y a d'autres qui sont amenés à payer, qui sont tout aussi guinéens que ceux qui reçoivent des bourses. Vous trouvez que c'est une démarche convenable, Mohamed Ali? Peut-être qu'il faut réglementer. Je suis d'accord avec vous. Mais ici, c'est un début. C'est pourquoi moi, je ne suis pas contre le principe que ceux qui veulent payer leurs études dans les universités payent. S'ils n'arrivent pas à payer dans les universités publiques, qu'ils aillent payer dans les universités privées. De toutes les façons, les bacheliers payent dans les universités privées. Et ça permet aux universités privées aujourd'hui de recruter. Parce qu'avant, il n'y avait nulle part où ils pouvaient recruter. Personne ne pouvait aller parce que l'État avait orienté tout le monde. Si aujourd'hui, il y a des exigences pour les uns et les autres de payer leur formation dans les institutions publiques, s'ils n'arrivent pas à payer dans ces institutions publiques, eh bien qu'ils viennent négocier dans les universités privées. Mohamed Mara, est-ce que, comme moi, ça vous pose un problème de justice et de répartition inégalitaire des ressources de l'État? Alors, moi, personnellement, je pense que il faut prendre tout ceci avec un peu de détachement parce que il y a un principe, c'est que l'enseignement supérieur, partout dans le monde, a un coût. C'est normal, pratiquement, que lorsque vous voulez prétendre à l'enseignement supérieur, que vous payez en coût. Parce que si vous ne le faites pas, il y a quelqu'un qui le fait pour vous. C'est que vos charges sont réparties sur l'ensemble des populations. L'éducation en général est payante. Voilà. En général, c'est payant. Pas qu'au supérieur. Voilà. Et en Guinée, on est en train d'assister à quand même de l'anarchie. Hier, j'ai une amie qui m'a appelé. On était en train de discuter. J'ai dit, mais il y a beaucoup de bruit. Elle m'a dit oui, parce que j'entre là dans l'école de ma fille et je vais faire un scandale. J'ai dit, mais tu vas pas faire de scandale. Elle me dit, tiens, pour ma petite fille qui n'a que 7 ans, on m'informe que désormais, sa scolarité va prendre 1 million de francs de plus pour l'année. Comme ça, du jour au lendemain. Comme ça, parce qu'il n'y a pas de réglementation. Chacun fait ce qu'il veut. C'est vrai qu'on est dans un système libéral, mais attention, si on l'applique intégralement à l'éducation, le secteur, il va se désintégrer. Maintenant, là où je ne suis pas totalement d'accord avec le ministère, c'est qu'il y a une sorte de fraude qu'on est en train d'institutionnaliser. Vous ne pouvez pas dire que l'enseignement supérieur public est gratuit et puis, dans le dos de tout le monde, vous recrutez. C'est ça. Parce que en fait, non, vous ne le savez pas, mais ce que dit Mohamed Ali est une réalité. Moi, j'ai la chance d'être dans le secteur, mais c'est une réalité. Vous avez plein de jeunes qui intègrent les universités, comment on appelle ça, publiques, moyennant de l'argent. C'est une réalité. Sincèrement, ça c'est... Vous n'avez pas... Non, écoutez, de tout temps, cela a existé. Moi, j'ai fait mes classes avec des gens... Mohamed Mara, je ne parle pas de ceux qui procèdent par la fenêtre, mais quand on me dit que payer, faire économie, il faut 1,5 million, c'est ce qu'on vous dit. C'est la première nouvelle que... Tamba, ce que tu ne sais pas, il y a un règlement, ce que tu ne sais pas, il y a une guerre de tranchées dans cette histoire. Attention. Et même derrière les universités privées, je l'avais déjà dit ici plus d'une fois, derrière la plupart des universités privées, vous aviez des promoteurs qui eux-mêmes sont des fonctionnaires à l'enseignement supérieur. Donc qui ont ponctionné, qui ont siphonné l'argent public pendant longtemps. Donc, si vous voulez, le renouvellement qui a lieu dans le système, aujourd'hui, leur pose problème. Maintenant, de l'autre côté, vous avez ceux-là qui n'en ont pas bénéficié pendant longtemps et qui sont du secteur totalement public et maintenant veulent prendre leur part. Mais je trouve qu'il y a là, ce qui me heurte, c'est que dans le même système,
vous ayez, si vous voulez, deux catégories d'étudiants. Les nantis qui vont avoir droit à des salles climatisées, à des professeurs venus de Harvard ou je ne sais d'où. Et puis de l'autre côté, vous avez les enfants du boutiquier de mon quartier qui n'a pas les moyens et peut-être qui ont une cervelle beaucoup plus conséquente que les autres, mais parce que simplement qu'ils ne peuvent pas payer. J'aurais compris qu'on dise qu'il y a des classes, comment on appelle ça, de pointe. Par exemple, en France, quand vous devez faire l'aéronautique, dès les grandes écoles, dès la classe préparatoire, on sait que vous n'êtes pas n'importe qui. Là, il y a une bourse qui existe. J'aurais compris qu'il y ait des programmes de pointe où l'on fait payer, ou peut-être même que l'État aurait pu faire payer. J'aurais pu comprendre ça. Et là, qu'on dise, vous ne pouvez pas y avoir accès si vous n'avez pas 15. Et dans ce cas, si vous avez entre peut-être 15 et 13,50, vous pouvez y aller, mais il faudrait vous-même endosser le coût. Je peux comprendre. En charge. Mais là, il n'y a aucun critère. Là, il n'y a aucun critère. Là, c'est 11. Il suffit d'avoir 11 de moyenne. Et c'est là où je ne suis pas d'accord. Là, vous avez le baccalauréat. On vous oriente par exemple à aller à l'ANSAC, vous n'avez pas envie d'aller à l'ANSAC, mais puisque vos parents peuvent payer 3 millions, vous allez payer 3 millions et vous faites ces classes-là. Donc ce n'est même pas une élite qu'on veut former. Et ça c'est anormal dans notre pays. Maintenant pour les universités privées, personnellement, je vais vous le dire, et l'année dernière je vous le disais, j'avais des gens sur mon dos pour cela, mais personnellement je n'ai jamais été contre la suppression de ces boursiers de l'État dans les universités privées. Il y a des universités qui normalement devaient mourir de leur belle mort parce que qui nous proposent rien. Nous avons la chance déjà d'être morts, ça commence à oui, il y en a beaucoup qui sont morts. Je pense qu'il faut faire mieux. Mohamed Mara, je pense qu'il faut faire mieux. Au-delà de dire qu'il y en a qui vont mourir, il faut demander des comptes à certaines universités. Je suis d'accord. Absolument. Parce que sur une décennie, les gens ont pris tellement de l'argent public. Ils ont siphonné totalement. Les valves étaient ouvertes mais le problème, c'est que ceux qui doivent faire le travail, ce sont les mêmes qui sont en train de faire tout le reste du boulot aujourd'hui. Ce sont ces mêmes patrons, ces professeurs et machin qui sont tous encore là-bas, dont certains, d'ailleurs, ont de faux titres et des diplômes. Vous avez suivi cette histoire là-bas. Il n'y a pas de poursuite et ce sont les mêmes qui continuent. C'est là où je ne suis pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Personnellement, je ne suis pas pour un enseignement de masse dans les universités. Je veux un enseignement de qualité, un enseignement qui prépare nos élites. Faire taper dessus. Mais écoutez, mais je m'en tape. Allez-y. Mais je m'en tape. Il y a des universités où j'ai eu, il y a 3 ans, 4 ans, des classes, par exemple de licence, de 50, 60, 70, 80, mais aujourd'hui qui n'ont que 10, qui n'ont que 9. Ah oui. Tout simplement parce que l'État a supprimé ces bourses. Mais ce qui va se passer, c'est que ça peut créer une émulation. Vous devez pouvoir attirer les enfants. Et pour cela, il faut fournir des programmes. Il faut fournir un contenu. Il faut fournir un cadre. Et là, les enfants viendront d'eux-mêmes. Il y a des grandes universités. Et surtout qu'il faut même si l'État spécialiser. supprime, il y a des universités qui ont continué à faire leur chiffre d'affaires habituel. Mais il y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Mais qui ont continué. Du chiffre d'affaires habituel, non. Non, habituel peut-être non, mais qui ne sont pas dans le rouge. Alors qu'il y en a d'autres cette année qui vont avoir des problèmes à réouvrir. C'est une réalité. Maintenant, je ne suis pas d'accord qu'on impose 300 € simplement comme quota pour aujourd'hui faire la différence entre les enfants des Guinéens. Aujourd'hui, ceux qui sont en train de le faire, aucun parmi ces gens-là n'ont leurs enfants dans nos universités. Je sais de quoi je parle. Ce sont eux qui vendent les bourses de nos enfants pour le Maroc, pour Cuba, pour la Russie et machin. Mais ça, on est en ce plein sont eux qui les à la récupèrent présidence de la République. pour leurs enfants. Ce sont eux qui les récupèrent. S'ils n'ont pas les moyens de payer les études pour leurs enfants en France, à Cambridge ou ailleurs. Je ne suis pas d'accord aujourd'hui qu'on enterre un peu plus notre système éducatif. Je comprends les propos hier du ministre conseiller Bano qui dit demander, poser la question au ministre, peut-être qu'il a les réponses. Moi je ne les ai pas. Alors, ça veut tout dire dans cette histoire-là. Mais encore une fois, attention, nous admirons comment il s'appelle, l'intelligence du ministre Yero, mais monsieur le ministre, vous êtes en train aujourd'hui de valider un système de fraude et qui crée un système à double vitesse dans notre système éducatif. Mohamed Mara, le message assez clair au ministre. Et il fait bien d'en parler, Jacques-Léon Lénon. On a vu ce ministre, la réforme courageuse, et les pratiques, les méthodes sont innovantes, mais on ne comprend pas cette mesure-là. Et cette mesure-là, elle n'est tout simplement pas acceptable. En attendant, bien naturellement, qu'il donne des bonnes réponses. Oui, parce que Bano n'en a pas voulu. Bano n'en a pas voulu. Moi j'ai commencé par dire hier qu'il a mené des réformes courageuses.
chose. Encore une fois, à ce stade, il y a encore du temps pour corriger le tir. Pour rectifier le tir, il y a vraiment du temps. Il y a autre chose qu'il faut quand même noter. On a diminué des effectifs dans quelques facultés, donc pour certaines universités. Par exemple, à Gamal, à Mamou, à Boké, et puis à l'Institut de Kountia. D'accord. Les raisons qui ont été avancées, c'est pour dire qu'on a tenu compte des moyennes obtenues par bachelier, par candidat. Moi, je me pose des questions. Est-ce que ça doit être le critère pour certaines facultés? Parce que moi, je me dis, derrière, on est en train d'envoyer un message. C'est-à-dire, pour ces facultés, il faut avoir une bonne moyenne, c'est-à-dire 13 ou 14 pour aller, par exemple, à Kountia, à Boké, à Mamou et puis à Gamal. Maintenant, pour aller à Symphonia, on peut avoir n'importe quelle moyenne. Ça veut dire que ce sont des facultés qui n'ont pas, si vous voulez, assez d'importance. Si une faculté n'a pas d'importance ou si une filière n'a pas d'importance... Mais cela dit, Jacques Léo-Aleno, cela dit, Jacques, on travaille... les obligations de l'enseignement exigent, par exemple, un certain niveau par étudiant pour certaines catégories de filières. Je comprends. Ça, c'est une obligation aussi. Ce que j'ai envie de dire, c'est que si on a cette considération pour certaines filières, au lieu de vouloir amener n'importe qui là-bas, on travaille sur les contenus. C'est pourquoi là, je voulais m'appuyer un peu sur les propos de Mara. Il faut travailler aujourd'hui sur les contenus de certaines filières. Les filières classiques que nous avons connues, que sont les lettres modernes, les sciences du langage, qui forment beaucoup plus de chômeurs que de prétendants à des emplois de qualité. Je pense qu'il faut travailler quand même sur les contenus pour les adapter. On ne peut pas continuer à enseigner la littérature comme on l'a enseigné dans les années 90. Jacques, vous savez quoi? Il faut quand même l'adapter. Jacques, vous savez quoi? Ce travail-là, il peut être fait par le ministère de l'Enseignement supérieur. Est-ce que vous savez le nombre de réformes et de modifications de programmes qu'on a enregistrés au sein de notre système d'enseignement? Non, je n'en connais pas. Personne ne connaît. Oui. Parce qu'il y en a tellement. Et je pense qu'à un certain moment, il faut devoir avancer. Mohamed Ali, vous souhaitiez en rajouter pour avancer? Non, je voulais juste par rapport à ce que Mara a dit par rapport aux universités privées. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y en a plusieurs qui sont dans des difficultés et qui vont fermer. Et que ce que vous avez dit, vous disiez que certaines étaient devenues des motels. Oui, effectivement. Vous en avez vu? J'ai pas envie de citer ici, mais il y en a qui vont devenir des motels. Mais comment vous savez que c'est des motels? On a discuté avec eux. Bon, écoutez, nous enseignons tous dans des universités privées, où nous avons enseigné à un moment donné dans des universités privées, où nous avons des amis dans des universités privées. Je vous dis que la stratégie de décantation des universités privées, ça fonctionne effectivement, parce que après cette année-là, les universités qui vont rester seront vraiment des vraies universités. Imaginez le motel Oprah Winfrey. Ça va être... Et curieusement, c'est l'université qui a dirigé Bano. Mais cette université à la sortie, là? Non, ce n'est qu'une supposition. J'ai dit à la sortie. Oprah pourrait te poursuivre, mais... Honnêtement, il y a des universités. Non, écoutez, il y a des universités en Guinée, je pense, dont simplement les promoteurs devraient être poursuivis par ces personnalités illustres, parce que des bunkers, par exemple. Non, mais parce que ces universités-là ne reflètent pas l'excellence qu'elles veulent faire croire en prenant quand même les noms de, je sais pas moi, je vais prendre des noms comme ça au hasard, de Lavoisier ou de Jean-Paul Sartre. Oui. Parce que ce ne sont pas des lumières qu'on y amène là, en dehors, si vous voulez, de la corruption. Qu'on trouve, parce que c'est aussi ça, les universités, malheureusement, publiques et privées. Oui, absolument, c'est de la corruption. Les nôtres aujourd'hui, vous avez un système dans l'enseignement public, écoutez, qui aujourd'hui pousse les enseignants, ou vous oblige à libérer les étudiants, tout simplement. Ils n'ont pas la moyenne. C'est le décanat qui vous appelle, qui dit pardon pour tel et tel enfant, pardon, parce que ça revient, la moyenne. Parce que ça revient très cher aux universités. Non, on dit libère-les parce que franchement, les étudiants c'est mieux qu'ils ne peuvent pas lever les Moi, je refuse. Mais je sais simplement que, voilà, même si je refuse... après, ça va se transformer. Non, ils vont le faire parce que ces enfants, tu ne les retrouves pas. Mais toi, tu sais que ces gens-là n'ont rien à faire dans une université. Je veux résumer là, professeur Bano, qui disait au cours d'une conférence à laquelle j'ai assisté à l'époque, je crois, à l'université d'Ongo-Conakry, il dit, la Guinée est un pays de paradoxe, je vais terminer là-dessus, où vous retrouvez le génie et celui qui n'a rien à faire à l'université sur le même tableau. Il fait bien de le dire de toutes les façons, ça c'est une réalité et il y a donc beaucoup à faire au sein de notre système éducatif en République de Guinée. Mohamed Mara, on reste toujours avec vous.
On va parler de la Cour constitutionnelle. Si rien ne change, si les conditions de température et de pression se maintiennent, aujourd'hui, les conseillers frondeurs vont élire un autre président à la Cour constitutionnelle. Ce ne sont pas des frondeurs. Ce sont des conjurés. Ah ben, expliquez-nous. Ce sont des conjurés. Des conjurés. Ce sont des conjurés, tout simplement, qui ont décidé d'offrir notre nation en spectacle. J'ai honte. Dur si vous avez ce matin. fait attention, Tu commences depuis dur, le début Mohamed de Mara. cette histoire, vous ne m'avez pas entendu. Parce que je vous assure qu'en tant que fils de ce pays, j'ai honte de ce que ces hommes-là sont en train d'offrir à la face du monde. Je discutais tout à l'heure avec mon ami Mohamed Bangoura, qui me rapportait les propos d'un magistrat de haut rang de notre pays, qui lui disait que des amis à lui l'appelaient de l'étranger pour dire « Mais qu'est-ce que vous êtes en train d'offrir au monde entier ?» Parlons pas de cour constitutionnelle en ce moment, parce que c'est suspendu la cour constitutionnelle. On assiste plutôt à une cour de récréation. Où vous avez oui, à une cour de récréation, vous avez des enfants un peu plus âgés. Tu n'es pas gentil, Mohamed Mara. Écoutez, je ne suis On parle de cour constitutionnelle. Je ne suis pas d'humeur à être gentil. Je ne veux pas aller non plus à l'insolence, mais je veux vous dire mon état d'âme. Parce que je me demande si ceux qui animent cette cour constitutionnelle savent ce que c'est pour la stabilité de notre pays, pour l'avenir de notre pays. Les gens peuvent parler aujourd'hui de tripatouillage de la Constitution, de velléité de troisième mandat, d'élections truquées, tout ce que vous voulez. Mais avec une cour constitutionnelle, où les gens savent pourquoi ils sont là, où les gens se rappellent encore que nos pères, le 28 septembre, il y a 60 ans, ont choisi la dignité, où les gens sont capables de comprendre qu'il s'agit là d'un sacerdoce, croyez-moi, la Guinée ne peut que changer. D'accord. La Guinée ne peut que changer. Mais il y a 3 années et demie, j'ai commencé ici à dire on va tout droit dans le mur avec cette cour constitutionnelle. Parce que la gestation, la gestation de cette cour-là est en train de mal s'opérer. Personne ne nous a entendus. Il y a une conspiration de silence. Ceux-là qu'on entend aujourd'hui. Je vais commencer par Cellou Dalein Diallo. Lui, le chef de file de l'opposition, jusqu'à ceux-là, jusqu'aux pseudo-enseignants du droit, ou des mercenaires du droit, qui sont tapis. Des mercenaires du droit. Des mercenaires du droit. On en entendra ce matin avec Mohamed Mara. Qui sont tapis dans les facultés, qui sont tapis dans nos juridictions. Je veux dire simplement honte à l'association des magistrats de Guinée. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Qui ont été incapables. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? C'est la question que je pose ce matin. Lorsque un groupe d'individus se permet de jouer ainsi avec la stabilité du pays, le minimum que l'on doit faire, c'est de dénoncer. Et c'est de réfléchir. La nation guinéenne n'a pas payé les études de ces juristes-là pendant des décennies pour qu'ils viennent nous servir ce qu'ils sont en train de nous servir. Je vous donne un exemple. On sait tous qu'il y a des conseillers qui sont entrés à la cour par effraction. Tout simplement parce qu'ils ne respectaient pas le critère d'âge. Je vais donner un exemple tout simple. Ceux qui sont passés par Gamal Abdel Nasser en faculté de droit à partir de 99, 2000, 2001, 2002, 2003 savent que sur toutes les fascicules à l'époque éditées par M. Ali Adjabi, c'était écrit né en 1976 et qui a terminé ses études à l'âge de 22 ans. Et ça, c'est pas quelqu'un qui l'a écrit. Parce que moi, j'ai encore mes fascicules là. Je les lis encore. C'est écrit, c'est lui qui l'a écrit. Vous avez un autre, comme il s'appelle, M. Sano, qui est tout aussi jeune. C'est connu. Nous l'avions dénoncé à l'époque. Justement, et personne n'a réagi. Il y en a parmi eux dont même le titre de doctorat était contesté. Et remis en cause. La Constitution va plus loin. Vous devez avoir, si vous êtes enseignant, 20 années de carrière derrière vous et vous devez être de rang doctoral. On sait que tout ceci n'a pas été respecté. Néanmoins, des gens ont fait mentir au président. Et là, je vais indexer le ministre conseil chargé des relations avec les institutions. À lui, j'en parlais il y a quelques temps. C'est par lui que tous ces décrets-là, que tous ces dossiers-là passent. C'est un ministre somnolent. Absolument. Lorsqu'il a voulu se réveiller concernant le cas Joachim Babamilimono, il a fourni toutes les pièces qui ont permis de condamner et de chasser Joachim de la HAC. Mais dans ce cas précis, pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi aujourd'hui j'accuse Cellou Dalein? Pourquoi j'accuse aujourd'hui les Faya Milimono qui sont en train de prendre du gaz et des coups? Parce qu'à l'époque, personne n'a voulu écouter. Les gens étaient préoccupés par des élections qu'autre chose. On a laissé faire dès l'origine. Écoutez, le législateur n'est pas bête. Quand il dit vous devez avoir 45 ans, il sait pourquoi il le dit. Tout ce qu'on dit de l'histoire de la Guinée,
N'oubliez pas, ceux-là qui sont arrivés très jeunes au pouvoir en Guinée. Sékou Touré n'avait pas 40 ans quand il est arrivé. Vous avez vu les conséquences. Moi, c'est vrai, je milite tous les jours pour qu'on donne leur chance aux jeunes. Mais attention, la compétence ne suffit pas. L'expérience de vie compte dans beaucoup de choses. C'est pas pour rien qu'à la Cour constitutionnelle, on les appelle les sages. Mais je vais vous dire, mais Mohamed nos Mara, sages sont ivres. Mohamed Mara, vous allez continuer. Vous allez continuer. Vous connaissez certainement ce proverbe. Les incisives sont les plus vieilles des dents. Mais seuls les molaires savent casser l'os profitable. Ce n'est pas parce qu'on est jeune ou qu'on est vieux qu'on va faire quelque chose de sage. Je crois personnellement que j'aurais pas fait ce qui est en train de se faire parce que après tout, il y a une question de valeur, il y a une question d'éducation, il y a une question de morale. Mais malheureusement, ça ne se retrouve plus. Ceux qui sont chargés de veiller au respect de notre constitution sont ceux qui la faussoient aujourd'hui. Malheureusement. Vous avez là un président, vice-président autoproclamé qui est en train de s'agiter, mais qui n'est même pas vice-président, ça on ne le dit pas aux gens. Mais tu as lu son français. Élection, attention, tu as lu son texte. J'ai vu ça. Ce gribouillis là. Vous me connaissez, je n'aimerais pas aller dans les qualificatifs, sinon je vais avoir d'autres problèmes. Mais vous savez que la haute autorité de la communication vous écoute, a les oreilles stressées quand je m'exprime. Mohamed Mara qui a peur de se faire taper les doigts ce matin. Je n'ai pas peur de me faire taper sur les doigts, on continue mais je ne veux pas être désobligeant. Mais lorsque vous êtes élu à un poste à la Cour, cette élection doit être entérinée par décret. Ce n'est même pas le fait. C'est même pas fait. Vous avez des gens qui sont en train de jouer avec des arguties juridiques qu'on veut imposer aux Guinéens comme s'il n'y avait que 9. Ils ne savent pas que c'est un privilège que d'être choisi. 9 Guinéens, c'est un privilège que d'être choisi pour être envoyé là-bas. Il y a des lumières dans ce pays. Il y a des sommités intellectuelles et juridiques dans ce pays. Ils ont été choisis. Certains, c'est vrai, ont joué des pieds et des mains, des relations. Vous savez, les 2 autres qui sont venus de l'INIDH récemment, comment ils sont arrivés là. Aujourd'hui, j'aimerais sincèrement dire à l'association des magistrats guinéens, vous nous faites honte, réveillez-vous. J'aimerais dire aux facultés de droit qui nous ont envoyé ces gens-là, vous nous faites honte, réveillez-vous. Celui qui a dit que les intellectuels sont le problème de la Guinée, je lui dis qu'il a raison. Mais moi j'ajoute que les juristes sont le cancer de ce pays. Vous savez, les rapports de force là, d'où c'est né? Pendant la transition, les gens ont fait des textes en laissant des parties sombres volontairement parce qu'ils espéraient à l'époque atterrir à la Cour constitutionnelle. On sait comment les tractations ont été menées même dans le milieu des magistrats. Vous vous rappelez je ne veux pas aujourd'hui toucher à la mémoire de certaines personnes. On a promis ces postes-là à des magistrats ici de haut rang qui avaient travaillé longtemps à la Cour suprême et ainsi de suite, qui devaient y être. Mais si on vous dit comment on a joué pour changer ces gens-là à la dernière minute, vous prenez la tête. Il faut que les gens arrêtent. Ils sont en train de jouer avec la stabilité de notre pays. Il faut que le président de la République, à un moment donné, sache raison garder et qui dit siffle la fin de la récréation. Parce qu'on en attend de lui. On en attend de lui. Mais surtout, parce que l'État a intérêt dans cette histoire. L'État peut décider de poursuivre ces gens-là. Mais c'est ce que l'État doit faire. Lorsque vous fraudez, portez plainte devant la Cour suprême. Joachim a été poursuivi. Par l'État. Par l'État. Aujourd'hui, l'État, pourquoi ne les poursuit-on pas les autres? L'agent judiciaire de l'État aujourd'hui peut porter plainte à la Cour suprême et qu'on vérifie les diplômes, titres et expériences de ces gens-là. Qu'on n'extirpe les faussaires, parce qu'il y en a parmi eux. Qu'on en extirpe ceux qui jouent, qui font croire que des procès-verbaux de réunion sont devenus des arrêts. Écoutez, c'est les grotesque. facultés de droit, c'est grotesque. Les facultés de droit du monde entier nous observent. C'est une inédition. La Guinée a éclairé l'Afrique à 60 ans. La Guinée est en train de devenir la risée du monde. En train d'assombrir l'Afrique finalement. Et aujourd'hui, il faut que ces gens comprennent que ces conjurés se réveillent. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est une conspiration contre notre pays. Et moi, je pense que face à cette situation, lorsque vous entendez les gens qui les défendent, lorsque vous voyez les députés et d'anciens députés de la mouvance qui prennent d'assaut les radios, vous comprenez qu'il y a un marionnettiste qui est à Sékou-Touré et qui est en train de manipuler ces marionnettes qui sont de l'autre côté. Parce que maman est leur Dieu, tout simplement. C'est clair. Maman, il fait bien, il sort l'expression finalement. Il faudrait que maman. De Mara, alors, mon cher Mohamed Ali. Laissez-moi juste poser cette question à Mara. Puisqu'il s'en prend à l'association des juristes et tous ceux qui ont amené ces conseillers aujourd'hui à la Cour constitutionnelle, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ces juristes, Mara? Ce que je dénonce, oui,
c'est pas le fait d'avoir élu des gens qui ont battu campagne. L'association des juristes, par exemple, elle pouvait faire quoi? L'association des juristes, je dis des magistrats. Des magistrats. Lorsque cette question s'est posée, oui, vous avez l'habitude d'entendre plein de juristes dans ce pays. Même lorsque un chef de quartier éternue, ils prennent d'assaut, vous le savez. Ils viennent commander, comment on appelle ça, des interviews. Mais cette fois-ci, curieusement, beaucoup ont préféré se taire. Et ceux qui ont parlé, ceux qui ont décidé de parler, vous avez vu le mercenariat couler directement de leur encre. C'est ceux-là. C'est ceux qui se sont mis à la recherche. C'est clair. Ce sont les fondeurs. On vous a compris. Ce n'est même pas fondateurs, mais ce sont les fondeurs. On vous a compris. Juridiques pour défendre l'indéfendable. On vous a compris. Qui ont dit qu'une motion de censure dans une institution à caractère juridictionnel peut intervenir. Alors que ce n'est pas une institution politique. C'est à tous ces gens-là, à tous ces mercenaires-là que je dis honte. Le souci, Jacques Léo-Aleno, c'est que finalement, par rapport à cette crise, ceux qui doivent être écoutés et entendus ne le sont plus. Zoc Belemou s'est exprimé, mais on trouve toujours le moyen de dévier la vérité du droit. Je pense qu'on a décidé de faire de cette institution ce qu'on craignait, c'est-à-dire la rendre inefficace et même inopérante pour les prochaines années. Elle pourrait ne plus fonctionner. En tout cas, là où nous sommes arrivés, c'est le risque qui est devant nous. Par rapport à l'association des magistrats, peut-être la question de Mohamed Ali, qu'est-ce que l'association des magistrats aurait pu faire? Moi, c'est à partir de l'observation que cette association a faite que j'ai été amené à douter. Il y a eu plusieurs observations. Exactement. Et il y a eu la dernière question qu'elle s'est posée. On va réfléchir au cours de notre assemblée s'il faut rassembler s'il faut remplacer Kélé Fassal. Vous imaginez? Parce que, c'est-à-dire, l'association des magistrats est même allée plus vite que ceux qui sont à la Cour constitutionnelle. Parce que ceux qui sont à la Cour constitutionnelle ont dit que Kélé Fassal a mal géré, nous voulons qu'il ne soit plus président de l'institution. En même temps. Mais l'association des magistrats se pose la question de la possibilité de l'extirper de là. Il ne faut pas l'oublier. Donc cette question, même si elle n'a pas encore trouvé sa réponse, parce que l'assemblée qui a été tenue, on n'a pas connu les résultats, il n'y a pas eu de communication là-dessus. On a gardé le silence. Non. Mais ils ont dit grosso modo qu'ils n'allaient pas prendre de décision, ils n'allaient pas faire de déclaration, parce qu'en fin de compte, cette situation-là va se retrouver devant les juges. Devant les juges. C'est ce qu'ils nous ont dit. De toutes les façons, ils sont en train d'observer. Mais ce qui est sûr, cette question ne devrait pas y figurer. Ce qu'il faut voir, c'est comment faire en sorte qu'on sorte de l'illégalité. Nous sommes face à une illégalité. Il faut tout simplement faire en sorte que nous ne soyons plus à ce stade pour que l'institution puisse continuer à fonctionner. Voilà. On va y revenir tout à l'heure. Mohamed Mara, vous connaissez cette sagesse du roi Salomon qui disait que le sage observe le silence, mais il se suffit pour un insensé d'observer du silence pour qu'il paraisse sage. L'émission se poursuit. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.